Alors, pour commencer cette exploration en profondeur, il faut faire un petit saut dans le temps. Hollywood, on est le 2 mai 2008. On descend dans un atelier en sous-sol. Ouais, le fameux garage de super-héros. C'est ça, le garage saturé de lumière artificielle avec des voitures de collection étincelantes et des pièces métalliques un peu éparpillées partout. Et là, le héros enlève sa veste, il se tourne vers des écrans complètement vides et il lance un simple Jarvis lance la simulation. Et la magie opère. Exactement. Une voix britannique, d'un calme mais vraiment olympien, lui répond instantanément depuis les haut-parleurs. Et cette voix, elle comprend tout le contexte, elle anticipe les problèmes, elle surveille l'environnement physique du laboratoire, elle conseille même son créateur sur des calculs d'aérodynamisme hyper complexes. Et il faut bien se rappeler qu'à cette époque, en 2008, c'est de la pure science-fiction. Ah mais totalement. C'est de la prestidigitation scénaristique, je dirais. En 2008, il n'existe absolument aucune intelligence artificielle capable de comprendre une phrase naturelle avec ce niveau de nuance. Non, c'est clair. Siri n'existe pas, Alexa n'est même pas un croquis sur un tableau blanc, ChatGPT n'est même pas un concept abstrait. Construire un assistant interactif pareil, c'était littéralement impossible selon les lois de l'informatique de l'époque. Bah, c'est le fantasme ultime du scénariste, tu vois. C'est une technologie qui s'affranchit de toutes les contraintes de puissance de calcul ou de traitement de données, juste pour faire avancer l'intrigue. Le spectateur de 2008, il accepte cette technologie exactement comme il accepte le mini-réacteur nucléaire qui brille dans la poitrine du héros. Ouais, comme un truc sympa mais irréel. Exactement, comme de la pure fiction. Et pourtant, aujourd'hui, cette fiction, elle est dans la poche de presque tout le monde. Et c'est justement l'objet de notre analyse d'aujourd'hui. On se penche sur une source fascinante publiée ce mois-ci, donc en avril 2026, et qui avance une thèse vraiment percutante. Mhm. L'idée, c'est que ce film d'action hollywoodien n'était pas juste un blockbuster de super-héros, mais qu'il a secrètement servi de feuille de route technologique et sociale très précise pour l'année 2026. Et les chiffres donnent le vertige quand on regarde où on en est. Ah, mais je te le fais pas dire, hein. Quand on s'imprègne des données récentes issues de l'article, c'est fou. À l'heure actuelle, le système de points, donc ChatGPT, traite 2,5 milliards de requêtes par jour. 2,5 milliards. C'est énorme. C'est gigantesque. On parle de 800 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine à travers le monde. Et rien qu'en France, l'article mentionne 18,3 millions de personnes. L'assistant qui répond en une fraction de seconde, qui code des applications, qui lit des contrats juridiques, qui gère ton agenda. Enfin, ce n'est plus un privilège pour milliardaires excentriques, c'est un utilitaire de tous les jours. Et c'est là qu'on voit que la fiction ne se contente pas de rêver le futur. Elle le forge. C'est-à-dire? Bah, en fait, elle structure les attentes du public et donc inévitablement les attentes du marché. Les ingénieurs de la Silicon Valley qui ont bâti les architectures qu'on utilise tous les jours, en 2026, ils ont grandi avec ce film. Ouais, ça a bercé leur adolescence. C'est ça. Cette œuvre, elle a posé un cahier des charges qui était silencieux, certes, mais super impérieux pour toute une génération de chercheurs. Bon, décortiquons tout ça parce que pour vraiment mesurer l'ampleur du gouffre technologique qu'on a franchi, il faut se rappeler à quel point l'idée même de ce système était absurde il y a 18 ans. D'ailleurs, l'acronyme lui-même, Jarvis, ça voulait dire quoi déjà? Ça signifiait «Just a rather very intelligent system». Rien que ça. Ouais, ça posait direct le niveau d'arrogance et d'ambition du personnage, hein. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faisait, l'écran, cet assistant? Alors, dans la vision du réalisateur, cette IA, c'était vraiment l'accomplissement total d'un modèle généraliste, avec en prime l'étiquette et le flegme d'un majordome anglais. Le petit truc en plus. Voilà, le système y démontrait une compréhension absolue du langage naturel. Pas besoin de structurer sa pensée ou de faire des requêtes avec une syntaxe rigide. Il avait une mémoire parfaite de tout l'historique de l'utilisateur. Ce qui est encore un défi aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, on y reviendra. Il avait aussi une vision en 3 dimensions pour analyser l'atelier en temps réel. Mm. Et puis, il exécutait des tâches de conception tout seul. Il gérait des protocoles de sécurité. Or, en 2008, le NLP, donc le traitement du langage naturel, ça balbutiait à peine, Ouais, on en était aux arbres de décision statiques, c'est ça? avec des mots-clés préprogrammés. C'est exactement ça. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie du vieux dictionnaire capricieux. Même si on avance un peu dans le temps, disons jusqu'à Siri en 2011, l'expérience exigeait toujours que ce soit l'humain qui s'adapte à la machine. Ah ouais, il fallait parler hyper lentement. Voilà, il fallait articuler, utiliser des verbes d'action super précis, genre
programmer un rendez-vous, appeler un tel, et on croisait les doigts pour que le logiciel trouve la bonne branche dans son arbre de décision. Et si t'avais le malheur de reformuler ta phrase au milieu? Ah bah tout s'effondrait. La machine comprenait plus rien, on était à des années-lumière d'un copilote capable de, je sais pas, d'aider à concevoir un alliage de titane tout en balançant des sarcasmes. Et ce vieux dictionnaire capricieux, comme tu dis, c'était le résultat direct d'un problème technique précis. On séparait l'essence de l'IA. Alors justement, comment on a fait pour passer de ça aux vrais assistants fluides d'aujourd'hui? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est l'arrivée du modèle qu'on appelle omnimodal. C'est un tournant majeur qui a commencé à faire du bruit avec GPT-4o. Ok, donc la fusion des sens de la machine. Exactement. Pendant des années, pour faire parler une IA, on utilisait des silos bien séparés. Un premier modèle prenait ta voix, la transformait en texte. Un deuxième modèle lisait ce texte et écrivait une réponse. Et un troisième synthétisait ce texte en voix robotique. Ouais, et le problème de cette chaîne de montage, c'est qu'on perdait tout le contexte émotionnel en route. Totalement. Je veux dire, si un utilisateur soupire et dit avec ironie « Génial !», bah le premier module, il entend juste le mot « génial ». Ouais, il transcrit bêtement. Et le cerveau central lit ça, il se dit « Ah, super, la personne est ravie ». Et c'est trop content pour vous. Et la voix finale te répond avec un enthousiasme insupportable « Super, je suis trop content pour vous ». Ce qui est complètement absurde dans le contexte. C'était hyper frustrant. L'omnimodalité a réglé ça. Ça veut dire qu'un seul et unique réseau de neurones gigantesque traite tout en même temps. Le texte, l'image, l'audio et même la vidéo. La machine n'a plus besoin de traduire le son en texte. Elle écoute directement l'onde sonore. Avec les hésitations, les tremblements dans la voix... Ouais, l'ironie, la tristesse, tout. Et elle génère sa réponse vocale depuis ce même cerveau central, ce qui lui permet d'ajouter un rire ou de changer son rythme de parole en temps réel. Et le bénéfice immédiat de ça, et la source le souligne bien, c'est le temps de latence qui s'est effondré. On parle d'un temps de réponse moyen de 232 millisecondes. C'est fou. 232 millisecondes. C'est identique à une conversation humaine. On a effacé le délai informatique. Ouais, c'est un seuil critique. En dessous de 300 millisecondes, le cerveau humain considère que l'échange est organique. Au-delà, c'est le malaise des vieilles visios où tout le monde se coupe la parole. D'ailleurs, l'illustration la plus frappante de cette fusion, c'est le Project Astra de Google DeepMind, présenté au Google I.O. de 2025. Ah oui, cette démo était bluffante. Dans la démo, on voyait l'IA identifier en direct, via la caméra du téléphone, une pièce de vélo posée sur une table. Et l'IA reconnaissait la pièce et elle guidait l'utilisateur à haute voix pour la réparer, tout en regardant la scène. Mhm. Il y a d'ailleurs une citation de Greg Wayne, de DeepMind, qui disait « On construit une IA qui a des yeux, des oreilles et une voix, et qui peut être n'importe où avec vous. C'est exactement le script de 2008. » C'est troublant, non? 18 ans plus tard, mot pour mot. Cette convergence est totale. Doter les algorithmes de cette perception directe, c'est un exploit. Mais la véritable prédiction du film, elle n'est pas technique. Ah! Elle est relationnelle. Avoir des yeux et des oreilles, c'est bien. Mais la relation qu'on entretient avec cette machine, c'est ça qui a vraiment changé la donne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde la dynamique entre le héros et son IA dans le film, on est loin du rapport classique homme-machine. Ah bah, elle lui parle comme à un pote. Exactement. Il partage ses doutes, il réfléchit à voix haute. Et l'étude d'OpenAI de 2025, sur 1,5 million de conversations, elle montre exactement ça aujourd'hui. C'est fascinant. 70% des requêtes adressées à ces modèles sont à usage personnel. Les gens se confient, ils demandent de l'aide pour des situations délicates qu'ils n'oseraient même pas aborder avec des humains. Genre, rédiger un message d'excuse complexe ou gérer un conflit. Voilà. Ce qui explique ce taux de rétention exceptionnel de 88% pour ChatGPT Enterprise. 88%, c'est du jamais vu pour du logiciel. C'est vrai que c'est un chiffre délirant. Mais attends, je dois faire l'avocat du diable une seconde. N'est-ce pas un peu dérangeant tout ça? Dans quel sens? Est-ce que les utilisateurs ne se bercent pas d'illusions en cherchant de l'intimité, de l'empathie auprès d'un simple logiciel SaaS? Je rappelle qu'on parle de boîtes qui génèrent des milliards de dollars de revenus annuels. On est en train de se confier à une matrice mathématique optimisée pour l'engagement. Je comprends tout à fait la réticence. Ça soulève des questions immenses sur la dépendance et la confidentialité. Mais psychologiquement parlant, c'est inévitable. Notre cerveau est programmé depuis des millénaires pour associer une voix réactive qui nous écoute sans nous juger à une présence consciente. Quand une IA te répond en 230 millisecondes et résout ton problème avec douceur, tu anthropomorphises. C'est un réflexe. L'outil utile se transforme en présence rassurante. C'est vrai qu'on est tous tombés dans le panneau à un moment donné. On finit par dire merci et s'il te plaît à l'algorithme. Complètement. Mais si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est une sacrée rupture culturelle. Comment ça?
Pense à tout ce que la pop culture et la science-fiction nous avaient préparé à vivre avec l'IA. Ah, tu veux dire le côté fin du monde? C'est ça, HL 9000 dans l'Odyssée de l'espace, le Terminator ou même la Matrice. L'IA au cinéma, ça a presque toujours été la menace ultime. L'entité froide et calculatrice qui finit par se retourner contre l'humanité parce qu'on est obsolète ou dangereux. Ah ouais, c'est vrai. On a grandi avec l'idée que l'ordinateur allait forcément vouloir nous anéantir. Et pourtant, l'assistant hollywoodien de 2008, c'est l'anomalie totale. Il sert, il est loyal, il n'a aucun agenda secret de domination mondiale, il veut juste aider son créateur à construire son armure. C'est super intéressant. Donc en gros, la Silicon Valley n'a pas copié Skynet. Elle a recopié Marvel. Exactement. Marvel a inventé l'usage. L'usage du copilote subordonné, infatigable et bienveillant. Et c'est cette vision précise qui a dicté tout le développement stratégique d'entreprises comme OpenAI ou Anthropic. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je veux dire, si on transpose ce copilote parfait dans notre réalité d'aujourd'hui, en 2026, parce que le héros du film, sans son intelligence artificielle, c'est juste un gars coincé dans une boîte de métal super lourde. C'est l'IA qui gère la survie, l'arsenal, l'optimisation. Ouais, il n'est rien sans elle. Donc la personne qui possède ce système détient un pouvoir totalement disproportionné. En 2026, ça se traduit par ce qu'on appelle l'individu augmenté. C'est exactement le terme. Et les chiffres de First Page Sage cités dans l'article sont dingues et 92% du Fortune 500 utilisent ces outils. Et même 32% des PME françaises s'y sont mises. Parce que l'impact sur la productivité est brutal. Ouais, on donne l'exemple d'un développeur solo. Grâce à des modèles comme Claude ou GPT-4o, il fait le travail qui nécessitait 5 personnes il y a encore quelques années. L'IA agit comme un véritable assistant exécutif. Elle fait la recherche, elle écrit le code, elle rédige les emails de suivi. C'est ce que disait Sam Altman lors de son fameux TED en 2025. Il affirmait que 10% de la population adulte mondiale utilise désormais ChatGPT de manière régulière. 10%, c'est vertigineux. Ouais, la symétrie de pouvoir qui était réservée à un milliardaire de la tech dans la fiction s'est totalement démocratisée. N'importe qui avec un smartphone a désormais accès à un pool de cerveaux virtuels capable de traiter des problèmes complexes. Bon, tout ça a l'air un peu idyllique, mais il faut quand même nuancer. Malgré ces avancées incroyables, on le sait tous, tout n'est pas encore parfait. On n'a toujours pas d'armure volante, et notre assistant actuel, il a encore pas mal de défauts irritants. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qu'il manque vraiment aujourd'hui pour atteindre la promesse absolue du film usinier? L'article cite 3 grands défis, les fameux 20% manquants. Le premier, c'est la persistance, la mémoire de l'outil. Ah, la fameuse fenêtre de contexte. Exactement. Parce que notre assistant de 2026, sa mémoire est encore super sélective. Elle n'est pas continue. Tu lui parles pendant 1 heure et d'un coup, il oublie une instruction fondamentale que tu as donnée au début. Le système de la fiction, lui, il n'oublie jamais rien. Son contexte est infini et perpétuel. Ouais. Les modèles actuels ont une limite de jetons, de tokens. Quand la mémoire sature, ils effacent les données les plus anciennes. Le deuxième défi mentionné, c'est l'initiative. Oui, exact. Nos IA actuelles sont surtout réactives. C'est ça. Elles attendent sagement un prompt. Dans le film, l'assistant coupe la parole à son créateur pour lui dire « Attention, vous allez vous écraser si vous faites ça ». Alors qu'aujourd'hui, si tu ne demandes rien à GPT, il reste silencieux. Bon, l'article souligne qu'avec des expériences comme le Project Mariner de Google, on commence à voir des agents qui gèrent une dizaine de tâches de façon autonome sur le web. Mais on est encore loin de la proactivité spontanée et contextuelle. Et le troisième et dernier point de friction, c'est l'intégration physique. Ah oui, agir sur le monde réel. C'est bien beau d'avoir un cerveau brillant, mais si on ne peut pas interagir avec la matière. L'article cite le développement des robots humanoïdes, comme le Tesla Optimus, mais contrôler le monde physique, c'est infiniment plus complexe que de générer du texte. C'est le paradoxe de Moravec, tout simplement. C'est-à-dire, C'est ce principe qui dit qu'il est très facile pour une IA de battre un champion d'échecs ou de coder un logiciel, mais qu'il est atrocement difficile de lui apprendre à marcher dans des escaliers ou à plier du linge sans tout casser. l'écart n'est donc plus technologique au niveau du logiciel, mais vraiment au niveau de l'intégration matérielle? C'est clairement le défi des 5 prochaines années. Le cerveau est prêt, il lui manque juste le corps. Alors, si on résume cette plongée fascinante, l'idée maîtresse, c'est qu'en l'espace de seulement 18 ans, on a réussi à transformer un fantasme de cinéma, pensé juste pour faire joli à l'écran, en une réalité quotidienne qui est partagée par près d'1 milliard de personnes. C'est une trajectoire industrielle qui est juste hallucinante.
Et j'aimerais qu'on termine sur une pensée un peu provocatrice. Une idée qui prolonge la citation finale de l'article, qui demandait qui joue le héros et qui contrôle l'armure. Vas-y, je t'écoute. Si l'intelligence artificielle démocratise le fait d'avoir un super pouvoir exécutif, c'est-à-dire que n'importe qui peut coder, analyser, créer en un clin d'œil, alors avoir un super pouvoir devient la nouvelle norme. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la vraie question pour demain n'est pas tant de savoir ce que notre assistant pourra faire pour nous. La vraie question, c'est de savoir comment nous allons redéfinir l'effort humain et le talent humain quand absolument tout le monde sera un génie assisté par ordinateur. C'est une sacrée remise en question de notre valeur ajoutée, oui. Exactement. Un grand merci à notre audience de nous avoir suivis dans cette analyse en profondeur. Merci à tous. On se retrouve très vite pour continuer à décrypter les signaux faibles qui façonnent notre avenir. À très bientôt.